Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec AXA Santé et Collective. Je suis Rodolphe Hénardet, je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Et merci à AXA de porter le sujet de la prévention des violences conjugales. C'est le sujet qui nous anime ce jour, ce matin. Vous êtes beaucoup inscrits, près de 400 personnes inscrites, donc ça promet des échanges riches en rebond des interventions que vous allez entendre et aussi des témoignages que vous êtes susceptibles de partager dans le chat. Alors, d'ores et déjà, je préviens, j'ai fait une erreur dans le paramétrage de la plateforme de ce live et potentiellement, je dis bien, tout le monde peut intervenir à l'écran. C'est pas l'idée d'un direct comme on vous les propose depuis maintenant près de 5 ans. L'idée, c'est qu'on a préparé ensemble avec AXA Santé Collective un plateau pour vous permettre d'écouter et d'entendre des témoignages. C'est avant tout ça l'idée. Et ensuite, bien sûr, de vous permettre de rebondir, etc. Mais avant tout dans le chat. Sinon, ça se gère absolument pas. Et en tout cas, c'est pas du tout prévu comme ça. Donc, je m'en excuse pour les personnes qui pensaient... bref, c'est pas l'idée. Donc, vraiment, l'interaction, elle se fait avec le chat. Parce que moi, la condition, c'est que j'ai préparé en amont avec les personnes qui interviennent, qui prennent du temps pour intervenir et que ça soit préparé en amont pour vous apporter la promesse et la matière la plus riche possible. Donc, voilà pour l'introduction. AXA, représenté ici par Sophie Mandelbaum, toi tu es en charge des relations avec les partenaires d'AXA Santé Collective. On a également toute la partie juridica d'AXA Santé Collective, d'AXA, donc avec Christelle Clément, ici présente, et Léna Triel. Alors vous êtes tous les deux juristes, et donc vous allez nous apporter un peu l'expérience d'AXA et via Juridica sur comment on répond, comment on appréhende l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales. On aura la chance d'avoir 3 témoignages et c'est intéressant vraiment d'avoir 3 témoignages croisés, c'est-à-dire Amélie Flamand, toi tu es responsable en charge de la responsabilité sociale et sociétale de Rouge-Gorge Lingerie. Donc, tu représentes la direction. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir une parole de direction sur le sujet. Et tu as éprouvé le programme d'AXA, donc tu pourras en parler. Et au-delà de ça, l'engagement de Rouge-Gorge et comment ça se traduit, avec une approche à la fois pour ses clientes et pour ses salariés. Et 2 témoignages d'élus pour montrer aussi que l'approche n'est pas unilatérale de la direction et que pour que ça marche le mieux possible, il faut que ça soit une approche convergente en bonne intelligence entre les représentants des salariés et les représentants des directions. Donc Christelle Toignon, toi tu représentes la CFE-CGC au niveau national, au niveau de la Confédération, mais également tu es délégué syndical chez Stellantis à Sochaux, et donc tu nous parleras d'un double regard. Et Jean-Yves Chaussin, toi tu es délégué syndical central chez Carrefour Hypermarché. Et donc merci, Christelle en parlera, mais c'est également bien d'avoir un homme qui aussi s'exprime sur le sujet, parce que les victimes sont essentiellement des femmes, mais il y a des hommes qui appellent les lignes d'appel et qui demandent de l'accompagnement, donc c'est pas un sujet circonscrit aux femmes. Et voilà, moi, je ne vais pas être beaucoup plus long dans mon introduction. Simplement, vous inviter à interagir au maximum. On va vous partager un maximum de ressources, vous verrez, que vous pourrez télécharger. Et simplement, peut-être, on ne vous a pas proposé de sondage parce qu'on ne voyait pas trop matière à. Simplement, peut-être en introduction et peut-être en filigrane, c'est... avant de passer la parole à Sophie, qui introduira pourquoi la motivation à AXA de porter le sujet de cette façon-là, c'est un sujet qui engage beaucoup de gens, on le voit au taux de participation sur ce direct, et on peut se poser la question du lien qu'il y a. Est-ce que, par exemple, une entreprise qui va vraiment faire en sorte de mener une politique de vraie prévention en matière de VSST, par exemple, est-ce qu'elle crée les conditions favorables pour que des femmes puissent également exprimer sur la violence conjugale au travail? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est complètement dissocié? C'est une question qu'on pourrait se poser et qui n'est pas évidente, loin de là. Au regard des premiers retours, c'est plutôt 2 choses différentes. Voilà, mais je ne veux pas être plus long. Et donc, Sophie, je te passe la parole
pour un peu nous expliquer qu'est-ce qui amène AXA à porter le sujet, sachant que le sujet n'est pas nouveau chez vous. À bientôt. À bientôt, non, tout de suite. Voilà. Voilà, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Donc, merci Rodolphe. Donc, je suis en charge, Sophie Mandelbaum, en charge chez AXA Santé Collective des relations extérieures en direction des partenaires sociaux. Donc, il faut comprendre que AXA Santé Collective, c'est la partie d'AXA qui s'occupe des contrats collectifs, donc en santé, qu'on appelle habituellement la mutuelle, en prévoyance, en épargne salariale, en épargne retraite et aussi en prévention santé au travail. Comme c'est un domaine dans lequel il y a des contrats collectifs, c'est aussi un domaine dans lequel vous, en tant qu'acteur du dialogue social, vous avez un rôle fondamental à jouer, et même historique à jouer. Donc, il est naturel que je sois là pour partager des sujets avec vous. Quand la question des… Donc, vous êtes très, très, très nombreux et on en est vraiment ravis et en même temps, d'une certaine façon, un peu étonnés. Parce que ça fait des années qu'avec Rodolphe, on anime des webinaires sur des sujets très graves, très lourds, sur les sujets de prévoyance, de santé, etc. Et souvent, vous nous dites, on n'a pas le temps, on a peu de temps dans le cadre de nos mandats, c'est difficile et on le comprend, nous, tout à fait. Et là, il y a vraiment un niveau d'inscription dont on se réjouit et en même temps, on s'étonne, surtout que c'est un sujet, les violences conjugales, qui a priori n'a rien à voir avec l'entreprise. Donc voilà, ce paradoxe, si on essaie de le comprendre, et on s'en réjouit de ce taux d'inscription, bien sûr, on peut se dire que finalement, c'est sans doute parce qu'il y a un contexte qui s'y prête. Nous avons la chance, grâce à des victimes extrêmement courageuses qui osent prendre la parole, nous avons un contexte aujourd'hui qui permet d'aborder ce sujet-là. Par ailleurs, on a, même si c'est un sujet qui ne concerne pas l'entreprise, ce qui se passe dans nos foyers ne la concerne pas, il y a des impacts sur l'entreprise, il y a également une réaction d'engagement sociétal très forte et c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui surtout. Il y a des choses à faire dans l'entreprise, très concrètement, qui vont pouvoir lutter efficacement contre les violences conjugales. Donc, pendant le chat, Rodolphe partagera avec vous un mémo pratique qui a été fait par AXA pour vous permettre d'agir concrètement dans l'entreprise. Il y a également une formation qui est en ligne pour tout le monde, gratuite, open bar dans le monde entier, une formation qui est individuelle mais que vous pouvez partager en collectif. Et l'idée de ce webinaire, c'est vraiment que vous ressortiez avec ce plaisir de sentir que vous avez le pouvoir d'agir. Et je pense qu'il n'y a rien de plus insupportable que l'impuissance dans laquelle nous sommes face à des événements, face à des choses d'une gravité exceptionnelle et qui là se fait dans le silence des foyers. Voilà, je pense en tout cas, merci à Rodolphe de porter le sujet avec nous et je vais passer la parole aux experts. Oui. Ouais, non, simplement, Sophie, là je suis en train de partager. Donc vous pouvez télécharger donc, le mémo que je vais, et après ça vous sera réadressé, mais en tout cas, d'ores et déjà, vous pouvez télécharger avec le petit nuage en haut à droite, mais vous pouvez le faire. Ces ressources, vous les retrouvez par ailleurs dans la synthèse. Et dans le mail qu'on vous enverra après le webinaire, vous aurez, il y a beaucoup de questions autour de ça. Oui, il y a un replay, il y a une possibilité de revisionner et toutes les ressources vous seront précisées dedans. Voilà, moi je tiens beaucoup à ce mémo pratique parce qu'on voit, mais je ne vais pas en parler tout de suite, on peut voir ce qu'on peut faire très concrètement et à très peu de frais en fait en entreprise sur ce sujet. Ok. Et alors, merci pour ces ressources. Alors, il y en aura d'autres. Alors, téléchargez le mémo. Je vous ai mis le lien vers le Safe Space. Alors, le Safe Space, je vais vous partager un partage d'écran vite fait parce que vous verrez que si j'y arrive, AXA Safe Space. Est-ce que vous voyez là? Voilà, donc là je vous partage, c'est un espace en accès libre d'AXA, alors multilingue, qui met en situation, donc il y a 4 ou 5 mises en situation qui sont plutôt bien faites, qui permettent de mettre en évidence des situations pas forcément évidentes, enfin loin d'être évidentes d'ailleurs, de violence conjugale sur différentes formes. Violence économique, violence physique, violence sexuelle, les contrôles, enfin bref, c'est vraiment des scénarios qui vont de 2 minutes à 6 minutes. Et donc vous avez le lien et vous pouvez découvrir ces ressources en accès libre comme vous voulez avec ce lien. Alors, puisque tu as commencé à en parler, je continue. Ouais, vas-y.
pour attirer votre attention sur le fait que une des mises en situation est extrêmement intéressante puisqu'elle concerne la situation de collègues ou de managers qui, ayant eu la force d'aller vers des collègues qu'ils pensaient concernés par les violences conjugales, et qui ont eu, parce qu'on ne l'a pas toujours, hein, mais qui ont eu la force de le faire, qui ont eu cette possibilité aussi d'offrir leur écoute, mais qui se retrouvent dans la difficulté de voir que la personne informée n'agit pas tout de suite. Et c'est extrêmement important pour être efficace, c'est non seulement de savoir ce qu'on doit faire, mais de savoir comment on doit le faire. Voilà. Je ferme la parenthèse, je reprends la parole sur un point d'organisation, puisque je reçois des SMS de certains d'entre vous qui me disent je vous entends, mais je n'arrive pas à me voir moi-même à l'écran. Vous ne devriez pas pouvoir vous voir vous-même. C'est une erreur de câblage de l'outil. Il n'y a que les intervenants que vous pourrez voir. On regrette de ne pas pouvoir tous vous voir, mais voilà, c'est le format qui a été adopté pour une efficacité de partage des sujets. Bon, c'est une erreur de câblage de l'organisateur, hein. Donc c'est pas la technique qui est pour rien. Ne soyez pas frustrés. Enfin, ça c'est le format. En tout cas, c'est le format historique de Miroir Social. Donc il n'y a pas de surprise pour celles et ceux qui connaissent bien le format. Et ça n'empêche pas du tout des interactions riches. Et Violaine, je me permets de te présenter. En fait, tu interviens avec Christelle. Vous êtes toutes les deux côté de Juridica. Et je me permets de rajouter un lien. Donc il y a excusez-moi, la ressource donc AXA qui vous est présentée, mais également il y a l'ANDRH qui a fait un guide et je me permets de mettre le lien en téléchargement si ça peut, c'est toujours de la ressource complémentaire et donc un guide sur c'est pas Safe Space, là c'est Safe Place, on va y arriver et donc ça c'est le guide ANDRH que vous pouvez télécharger. Voilà. Christelle, on va te passer la parole. Alors Christelle, hop. Et Violaine. Donc Christelle, donc toi tu représentes la partie juridique, l'assistance juridique d'AXA. Et si tu peux nous expliquer comment, c'est pas nouveau le sujet, on en parle beaucoup c'est un sujet récurrent, les violences conjugales. Et pour autant, chez AXA, ça fait depuis 2015 que vous êtes engagé sur le sujet. Et à la base, c'est du mécénat de compétences. Donc, comment un peu la genèse, comment on en arrive du mécénat de compétences en 2015 à une intégration progressive dans les contrats en inclusion et dans une démarche économique. Et voilà, quel est un peu le processus et comment vous répondez aux besoins. Quel est le bilan que vous faites 10 ans après? À toi, Christelle. On ne t'entend pas, le micro. Vas-y, là. Non. On va y arriver. Là, je pense. Yes, c'est bon. Par contre, il y a un là. Là, c'est bon? Vous m'entendez ou pas? Ouais, très bien. Oui. Très bien, Christelle. Ah, là c'est bon? Ouais. Donc, bonjour à toutes et tous et merci Rodolphe pour cette introduction. Comme tu l'as dit, l'histoire du programme Hells Angels, c'est une histoire qui maintenant a 10 ans, donc qui est née chez Juridica, donc la protection juridique d'AXA, qui est née d'un engagement fort qui était partie d'une volonté simple, mais effectivement pleine de conviction, qui était de mettre au service des femmes victimes de violences, tout type de violence, les compétences de nos juristes. Et comme tu l'as dit, c'était effectivement initialement du mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on avait une équipe de 5 juristes qui, sur leur temps libre, accompagnaient juridiquement et financièrement les femmes victimes de violences. Alors, bien sûr, en 10 ans, ce programme, il a beaucoup évolué. Il a évolué déjà au niveau des acteurs. Ça a été de plus en plus de victimes accompagnées. On finira tout à l'heure par des chiffres assez éloquents. Donc, toujours plus de victimes, tout à la fois des clientes,
des femmes de la société civile qui n'étaient pas clientes, mais qui étaient orientées vers nous par des associations partenaires, et puis évidemment les salariés du groupe. Plus de juristes aussi qui se sont engagés. On est maintenant une équipe de près de 25 juristes, là où on a commencé il y a 10 ans avec 5 juristes. Beaucoup plus d'associations partenaires parce qu'on ne peut pas travailler avec, sans les professionnels de terrain, donc des associations partenaires qui sont sur la place et très connues, comme la Fondation des femmes, la Fédération nationale Solidarité Femmes, la Maison des femmes. De plus en plus d'avocats aussi engagés, des avocats partenaires de Juridica spécialisés en matière de violence. Donc effectivement, c'est un programme qui s'enrichit au niveau des acteurs, mais aussi au niveau du dispositif, parce que font les juristes au profit des femmes victimes de violences? Bien entendu, leur savoir-faire, c'est le juridique, donc ils donnent de l'information juridique, ils accompagnent, ils orientent vers les bons professionnels, les associations, les avocats. On prend en charge aussi les frais de justice, mais pas que. On met aussi à disposition tout un dispositif de mesures qui peuvent aider les femmes victimes de violences, de l'assistance psychologique, un bouton d'alerte pour se protéger de l'auteur des violences, l'ouverture d'un compte bancaire de manière simplifiée, mais c'est aussi depuis avril dernier, vous en avez tous entendu parler, la possibilité de reloger en urgence les victimes de violences intrafamiliales ou de les rapprocher d'un tiers de confiance. Alors, le tournant, il s'est marqué en 2022 parce que, partie d'une histoire de mécénat, en 2022, on a décidé d'inscrire la violence intrafamiliale comme une garantie dans nos contrats de protection juridique. Donc ça, c'est vraiment un tournant et qui est très révélateur de ce qu'on veut en faire et de ce qu'on pense, c'est que la violence, c'est devenu un risque et un risque qu'on assure. Donc ça, c'est 2025. Et puis, évidemment, l'histoire, c'est celle d'une histoire qui grandit. Après 2025, vous le savez tous, c'est le 1er avril après 2022, c'est le 1er avril 2025. C'est l'intégration de la garantie violence intrafamiliale avec le relogement dans les contrats habitation. Et on ne s'arrête pas là, puisque 1er janvier 2026, donc il y a de cela 1 mois et demi, cette garantie, elle est venue intégrer les contrats santé et prévoyance collective. Donc, on entendra tout à l'heure le témoignage de Léna, qui est une de ces 25 juristes et qui fait ça maintenant à temps plein, parce que c'est devenu véritablement, alors c'est à la fois triste, mais quelque part, ça démontre l'utilité de ce programme. Nous avons des juristes qui font ça à temps plein. On ne peut plus se permettre de faire ça sur son temps libre parce que ça occupe les journées à temps plein. Et donc, depuis l'intégration de la garantie violence intrafamiliale dans les contrats et depuis le démarrage du programme même, ce sont près de 3500 femmes qui ont été accompagnées, donc près de 1000 en 2025. Donc, on voit bien que c'est ascensionnel. Et ce sont 25 victimes qui ont été relogées en urgence depuis le 1er avril dernier. Donc voilà, et puis c'est sans compter, dernier point du dispositif dont je n'ai pas parlé, mais évidemment les salariés du groupe, si une femme sur 3 a été ou sera victime de violence, forcément dans une entreprise aussi féminine qu'AXA et Juridica, il y a forcément des femmes victimes de violence. Donc forcément, on met en place un programme pour elles, un programme sur mesure, avec l'accompagnement juridique, l'accompagnement psychologique, la mise à l'abri aussi, parce qu'il n'est pas exclu que l'auteur soit aussi salarié de l'entreprise, et des jours de congé aussi exceptionnels, 5 jours de congé exceptionnels, pour pouvoir entreprendre toutes les démarches, aller porter plainte, chercher un logement, se mettre juste dans un sas de décompression 5 jours, parce que c'est une grosse charge mentale quand même, les violences. Donc voilà, c'est tout cet accompagnement qui s'est construit au fil du temps et qui, on l'espère, continuera de grandir dans les années qui suivent. Merci Christelle pour ce bilan. Moi, ça m'amène une question. Enfin, on ne l'avait pas cadré, je ne l'ai pas proposé dans le cadrage, mais je me permets, si c'est à côté de la plaque, tu me le dis, et on le verra avec Amélie, parce que tu l'as souligné, vous avez une approche très proactive par rapport à
à l'externe par rapport par rapport à vos assurés et de façon plus large dans le cadre du mécénat de compétences. Et donc, un engagement comme ça fort, est-ce que c'est des conditions plus favorables pour que justement les personnes en interne qui sont potentiellement tout autant concernées que dans d'autres entreprises puissent s'exprimer? Est-ce que tu vois le lien? Est-ce que tu penses que les salariés d'AXA sont plus enclins à trouver un cadre favorable? C'est la question peut-être un peu bateau, hein, mais… Forcément, parce qu'on a effectivement des choses. On ne s'entend pas bien là. On n'entend pas. Là, c'est bon? Yes. Alors, effectivement, on a les juristes qui sont engagés, mais c'est toute l'entreprise qui est engagée. Il y a énormément de travail de sensibilisation pour savoir comment on accueille la parole, parce qu'on peut tous être témoins de violence. On peut être la personne, quelle que soit, juste en tant que collègue, la personne vers laquelle une victime va se tourner. Donc, il faut être prêt à accueillir cette parole. Donc, on fait énormément de sensibilisation depuis 10 années. Hein, on fait ces sensibilisations. Donc, oui, on est plus susceptible d'être sensible à ça dans le monde du travail et au-delà. Ok. Merci à toi. Je passe la parole à Amélie. Alors, Amélie Flamand, justement, ça va être très complémentaire par rapport au témoignage de Christelle. Donc, vous éprouvez, vous avez eu l'occasion de tester d'expérimenter le parcours de formation proposé par AXA Safe Space, dont j'ai partagé l'écran. Rouge-Gorge Lingerie, comme le disait Christelle, vous êtes très engagé. Tu vas pouvoir nous l'expliquer par rapport à vos clientes, par rapport à l'acte d'achat et l'intimité que ça sous-entend. Enfin bref, vous êtes en première ligne et vos vendeuses voient a priori, va être mieux placé que moi pour l'étendue du phénomène et les drames en toile de fond. Enfin, ils sont en première ligne pour pouvoir détecter des signaux qui ne sont pas que faibles, des signaux forts même, et comment elles réagissent par rapport à ça. Donc, vous avez vraiment fait un effort de formation de vos équipes maintenant il y a plusieurs années, des partenariats avec des associations, etc., pour vraiment adresser dans le cadre de l'acte d'achat cette prévention, mais également dans une logique de symétrie. Rouge-Gorge Lingerie, c'est 100 personnes au siège et 500 salariés dans les magasins. C'est également une action à l'égard de vos salariés. Donc, je te laisse la parole un peu sur comment peut-être déjà sur le poids que ça représente et en quoi c'est révélateur. Vos vendeuses, elles sont en première ligne par rapport à des situations de violence conjugale. Et tu me disais, tu faisais le rapprochement avec, par exemple, une enseigne comme Nocibé qui est c'est le maquillage. Et c'est pareil aussi, des vendeuses qui sont en première ligne pour voir un peu l'étendue de ce qui se passe. À toi. Oui, merci Rodolphe. Effectivement, donc Rouge-Gorge, on est une marque de lingerie. On n'est peut-être pas connu de toutes et tous. Donc, on est basé sur Lille. Deuxième marque de lingerie après Etam. On a 260 boutiques en France. Donc, effectivement, une entreprise pas si petite que ça. Bien au contraire, et effectivement très active sur l'engagement pour les femmes, hein, puisque étant une marque de lingerie, on est au plus près de l'intimité des femmes. Souvent, je le dis, c'est le premier produit qu'on enfile le matin, généralement le dernier vêtement qu'on enlève le soir. On est au plus près du corps des femmes et c'est pas rien en fait, ça signifie beaucoup. Et notamment sur le sujet qu'on adresse aujourd'hui. Rouge-Gorge, marque engagée pour les femmes, la santé des femmes depuis sa création, c'est sûr. Membre d'un fonds de dotation sur l'île d'une association qui s'appelle Solfa qui agit pour les femmes victimes de violences et pas que. Donc, on avait déjà des actions, on va dire, de soutien financier, de partenariat. Mais tu as raison, c'est vraiment venu aussi de nos collaboratrices il y a déjà plusieurs années, je dirais 5-6 ans, où on a été contacté parce que dans une cabine, et notamment aussi, il fait Covid, ça a été très, très fort. On a aussi aidé à construire des centres d'écoute dans nos centres co parce qu'on s'est aperçu que les dames, en fait, les seuls moyens où elles pouvaient sortir, c'était pour aller faire leurs courses. Et donc, elles avaient une fenêtre de tir très, 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 très courte
pour pouvoir aller voir des assos alertés. Donc, il y a notamment Solfa qui avait fait des centres un peu cachés dans les centres commerciaux où on était. Il fallait aménager ces centres. Donc, on était intervenu pour aménager les centres en urgence. Et effectivement, post-Covid, on a senti qu'il fallait qu'on aille un peu plus vite et plus fort sur l'accompagnement, notamment de nos collaboratrices en boutique, parce que comme tu le dis, ce sont des femmes qui se retrouvent dans des cabines d'essayage. On a un mode de vente très en accompagnement. Donc, on va dans la cabine, en fait. On va dans la cabine pour régler le soutien-gorge, pour régler les bretelles, pour s'assurer que la taille est bonne. Et donc, on a, et je vais dire quand même régulièrement, parce que c'est le cas, des collaboratrices qui sont confrontées à des femmes victimes de violences. Soit elles le voient parce qu'il y a des coups, des traces sur le corps, soit elles l'entendent parce que la dame va en parler, soit elles sont témoins de gestes absolument inappropriés d'un compagnon qui serait là et qui va être avec sa femme. Et donc, il fallait en fait pouvoir répondre aux violences ressenties par nos collaboratrices qui ne savaient absolument pas quoi faire. Et donc, c'est vraiment parti de là. Donc, c'est presque parti de nos clients, de nos collaboratrices magasins. Et on a monté des partenariats en première étape avec les CIDFF, les Centres d'information des droits des femmes et des familles, qui sont vraiment partout en France. Et on avait un partenariat sur la réinsertion à la base, parce qu'on est très actif pour la réinsertion des femmes. Donc, on avait initié ce partenariat pour la réinsertion. Et puis, en fait, en connaissant mieux les CIDFF, à la fois dans les Hauts-de-France et un peu en région, parce qu'on avait fait des programmes expérimentaux, notamment à Rouen, pour intégrer des stagiaires pour la réinsertion, on avait du coup un premier maillage et on a vite vu que les CIDFF étaient vraiment une ressource hyper intéressante pour ce sujet. Donc, on a fait des formations, comme tu le disais, en région, avec les CIDFF, avec des juristes des CIDFF. Et à l'époque, c'était il y a 5-6 ans, on recommandait, et Solfa aussi dans les Hauts-de-France recommandait vraiment des formations, des sensibilisations en présentiel, sachant d'expérience que ça déclenchait très souvent des réactions vives, parce que les violences, elles sont protéiformes. Une femme sur 3 est ou sera victime de violences, tout type de violence durant sa vie. Et donc, nos collaboratrices qui recevaient la formation étaient évidemment concernées. Et donc, il fallait être en présentiel, souvent 2 personnes, 2 professionnels, pour que quand il y avait un signal dans la salle, une femme qui se mettait à pleurer, une collaboratrice, ou qui sortait, parce que c'était trop difficile pour elle, une experte pouvait l'accompagner et pouvait ne pas la laisser seule. Donc, on a fonctionné comme ça 2-3 ans en présentiel, ce qui est assez lourd quand même à mettre en place. Parce que nos conseillères de vente, elles ont un temps en fait très court de formation, de séminaire, et donc c'était même dur parfois à appréhender parce qu'il fallait trouver 2-3 heures. Or, souvent, ces 2-3 heures, c'est des moments un peu de team building où on va plutôt faire des choses un peu plus festives, entre guillemets, et donc parfois consacrer ces temps-là sur ce sujet si important, c'était compliqué. Donc, ce n'était pas le format idéal. Et c'est vrai, ce que je te partageais, Rodolphe, c'est que réellement, quand AXA nous a présenté en avant-première, on a eu la chance de le savoir assez vite, ce programme accessible, open bar, comme le dit Sophie, ou open source. Nous, on est client AXA, mais on aurait pu ne pas être client AXA et avoir accès à ce contenu digital. Ça a été vraiment, vraiment une grande aide parce que, ça répond complètement à ce besoin de je reconnais les situations, je m'alerte, et ensuite, qu'est-ce que je fais concrètement ? Donc, je ne suis pas seule face à une situation de violence observée, ou si moi-même je suis victime de violence. 2, par rapport à un turnover en boutique qui est important, ça veut dire que toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise peuvent suivre quand elles le souhaitent, quand elles le peuvent, quand elles le veulent, ce webinaire. Et en plus, aujourd'hui, contrairement à il y a 5 ans, il y a tout un accompagnement derrière, c'est-à-dire que nous, entre-temps, on a mis en place des référents au service RH. Donc, on a 2 personnes qui peuvent, et il y a moi aussi. On est une petite entreprise encore, on est très agile et souple. Donc, il y a mon numéro en direct, il y a 2 personnes à la RH qui peuvent accueillir la parole de la collaboratrice qui aurait suivi ce webinaire. On a les personnes qui ont été formées il y a quelques temps qui sont encore là, qui sont aussi de très bons relais.
Et puis, il y a aussi les professionnels d'AXA, c'est-à-dire que dans le dispositif, on a aussi du coup des numéros de téléphone, on a toujours effectivement le 3919. Donc, je dirais qu'avec la maturité qu'on a acquis depuis maintenant 5-6 ans, où on a commencé, où on sentait que c'était quand même, c'est très complexe et ça le reste. Ceci étant, aujourd'hui, on a tout un panel de solutions variées. Et c'est ça ce que je te partageais aussi, Rodolphe, qui est hyper important, c'est qu'en fait, les solutions, elles existent et elles sont souvent à différents endroits. Là, on parle d'AXA, mais je trouve que c'est chouette de dire aussi que très souvent, tous les acteurs de la prévoyance, de la mutuelle, de l'assurance ont des dispositifs qui existent. Il y a aussi les associations des territoires. Donc moi, je pense vraiment que plus les solutions sont là à différents endroits, l'information accessible, et tu l'as mis dans le chat, la photo, on a aussi dans les cabines, dans nos réserves, dans nos sanitaires, les affiches, 3919, ce numéro qui est accessible, qu'on doit connaître par cœur. Je te disais aussi que dans les cabines, on a possibilité d'avoir des petits formats, carte bleue, avec le numéro, le violentomètre. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment l'information partout parce que finalement, je pense que quand arrive le moment où soit on est victime, soit on est témoin, en fait, c'est pas dans ces moments-là où on a la plus grande clarté d'esprit. Donc, il faut que l'information l'ait reçue avant, à différents endroits. Comme ça, on sait au moment où ça arrive, ah oui, j'ai cette petite carte, je me souviens. Ah oui, il y a le 3919, je me souviens, je l'ai vu. Ah oui, chez Rouge-Gorge, je sais que je peux y aller parce que c'est un endroit où on m'en a parlé. Ils sont actifs. Ah oui, c'est vrai, on m'a parlé du CIDFF et il y a que ça. Comme ça, on sait, en fait, on a toute une espèce de boîte à outils accessible. Et tu as raison, la symétrie des attentions, c'est essentiel. Et donc, on a évidemment, depuis quelques temps aussi, agi. On a un fonds de solidarité qui nous permet en complément du fonds AXA, par exemple, mais de pouvoir reloger une collaboratrice qui doit quitter son logement, de pouvoir aussi lui proposer de changer de magasin. Mais ça, c'est des choses qui se déclenchent vraiment presque soit parce qu'il y a eu un accident très grave, tout d'un coup, qui s'est produit, soit parce que la collaboratrice a, dans son chemin personnel, évolué à « oui, c'est bon, je suis prête, je vais partir ». Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et on l'observe aussi au siège. Le lien qu'on a avec Solfa, par exemple, qui est très proche depuis des années, le fait au début, c'est peut-être faire venir les dames de Solfa pour un goûter. Elles cuisinent, elles vendent des crêpes, on discute avec elles, on voit qu'elles sont là, ça nous rappelle que Rouge-Gorge est engagée avec Solfa. Très bien. Ensuite, elles viennent faire un repas et elles cuisinent avec nous, elles nous présentent, ah oui, Solfa est toujours là. Et puis tout d'un coup, il y a une dame de cette brigade qui prend la parole en expliquant son menu et qui explique que si elle est là, c'est parce qu'il lui a fallu 7 ans pour partir et qu'aujourd'hui, elle est hébergée chez Solfa, mais que si elle est là devant les collabs, c'est parce qu'elle s'en est sortie, qu'elle a pu partir, qu'elle a eu le courage de partir. Et là, je vois et je sais des collaboratrices au siège qui sont victimes de violences, mais qui n'en sont pas encore là dans leur parcours, mais qui l'entendent. Et ça déclenche beaucoup d'émotions, ça déclenche des larmes, mais ça déclenche de l'espoir. Et donc voilà, c'est un processus long. Et Sophie, tu as raison, ça fait longtemps qu'on en parle. Et ben, on sent qu'aujourd'hui, c'est prégnant. Mais c'est bien, c'est le moment. Et puis, il y aura encore tout un processus qui va se faire au sein des entreprises. L'entreprise est essentielle. Amélie, merci pour ce témoignage. Ça me permet d'enchaîner sur le fait que toi, une de tes volontés, c'est que le message, il ne soit pas, entre guillemets, anxiogène, entre guillemets, chiant, enfin, saoulant. Parce que tu me disais toi-même que tu as des vendeuses qui t'ont remonté comme quoi potentiellement, quand même, à la base, c'était un acte d'achat plaisir. C'était un moment de plaisir. Et que si on tartinait dans la cabine les 3919, vous êtes aussi engagé sur la prévention des cancers du sein, etc. Enfin, bon, bref, un environnement qui peut être anxiogène, il fallait que pour toi, l'important, c'était d'avoir un message, comme l'illustration de ton message avec l'intervention de Solfa, avec un atelier cuisine. Ça pouvait être, on pouvait le faire dans une ambiance positive, on va dire. Enfin, j'en sais rien si c'est le terme. Ouais, mais bon. si. Moi, franchement, c'est quelque chose que je découvre là en ce moment. C'est que le marketing, entre guillemets,
positif de l'engagement, il est essentiel. Parce que tu as raison, moi j'ai des collabs qui me disaient non mais en fait on n'en peut plus quoi. On n'en peut plus, tu nous parles dans les cabines, il y a le sticker d'autopalpation, il y a le 3919, il y a un moment, il faut quand même vraiment aussi être optimiste, positif, donc il faut que les messages passent tout en n'étant pas trop anxiogènes. Et moi j'observe depuis quelques temps qu'effectivement la façon de partager les messages est vraiment essentielle. Et il en faut aussi vraiment pour tous les goûts et à tous les moments. Donc, il y a des moments forts dans l'année. 8 mars, 25 novembre, où évidemment, là, il faut être straight to the point, y aller directement. Et ensuite, le reste du temps, continuer à en parler, trouver des astuces, des solutions, l'engagement, la food, ça marche tout le temps super bien et ça marche aussi sur le cancer du sein. Là, on a fait un magnifique partenariat avec Perle du Nord, des endives, on a fait Chicon pour nos nichons. Ça parle, c'est joyeux et en même temps, on parle santé. Et je trouve que l'enjeu sur le sujet des violences, c'est de réussir à trouver ça. Ça peut être des festivals, ça peut être la musique, l'art. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment essentiel de parler aux collabs et à nos clients aussi de différentes façons parce que le message passe mieux en fait. Dernière question, Amélie. Alors, vous êtes une ETI, vous n'êtes pas une petite entreprise, vous êtes une entreprise en croissance, donc 600 salariés, et donc vous n'avez pas d'accord. Parce que dans le chat, on le voit apparaître la notion de. Ça va être l'occasion, Christelle l'a rappelé pour AXA avec 5 jours, mais on verra qu'il y a également des jours chez Stellantis, il y a également des jours chez Carrefour. Chez vous, il n'y a pas d'accord qui cadre le fait qu'une femme, une collaboratrice rouge-gorge qui est en situation de violence conjugale et qui veut s'en sortir, eh ben, ça lui prend du temps et de prendre son temps sur son temps de travail pour mener des actions diverses et variées. Ça, c'est pas cadré, pour autant ça se fait. Oui, c'est ça. Alors, concrètement. Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est pas cadré, mais ça se fait. Alors, ce qu'on a cadré, c'est le fonds de solidarité, d'accord? Mais par contre, effectivement, le reste, c'est pas cadré, mais ça se fait totalement avec, on a, entre guillemets, la chance d'être encore petit et souple, et donc ça se fait avec les managers. C'est-à-dire que si c'est au siège, ben, c'est très simple, on est sans au siège, et voilà, en toute discrétion, et avec le manager en direct et la DRH. Et si c'est sur le réseau, bah, c'est pareil, en fait. Ça va passer par la responsable du magasin ou la responsable de zone qui va traiter le sujet avec la collaboratrice qui va pouvoir s'absenter autant qu'il le faut pour soit aller porter plainte. On a des cas extrêmement concrets d'une collaboratrice qui s'était fait rouer de coups une nuit et tout de suite la responsable, une des premières personnes qu'elle a appelée, c'est sa responsable de région, qui l'a géré avec elle pour l'accompagner, aller porter plainte et ensuite avec le siège, on a été en direct tout de suite pour pouvoir la reloger, déclencher le fonds. Donc oui, voilà, on n'a pas d'accord. Ceci étant, je trouve que c'est très inspirant. Donc je vais aussi regarder tout ce qui peut se faire pour pouvoir effectivement peut-être le cadrer, parce que tu as raison, quand il n'y a pas de cadre, il suffit qu'une direction change ou quoi que ce soit, c'est plus fragile. Donc je pense que ça nécessite une formalisation. Donc c'est bien, c'est apprenant. C'est la période, donc on va pouvoir. Ouais. Merci Amélie. Écoute, tu pourras rebondir quand tu veux. Peut-être Christelle, peut-être un rebond sur par rapport à ce que disait Amélie sur le fait de multiplier les portes d'entrée. Et vous l'avez vu, tu en as parlé dans ton introduction avec le mécénat de compétences où vous vous adressez à des associations, les cabinets d'avocats. Enfin, c'est peut-être un rebond sur le fait de l'intérêt de multiplier, d'avoir le maximum de portes d'entrée à proposer. À toi. En fait, c'est essentiel. Si on contraint trop le circuit, c'est-à-dire qu'on envoie les victimes et on dit c'est vers cette personne qu'il faut se tourner, puis ça marche pas. En fait, tout simplement, c'est déjà très difficile de révéler il faut se l'avouer, il faut déjà le formaliser pour soi, mais aller le dire à quelqu'un d'autre. Si en plus on doit ouvrir telle porte et pas telle autre, c'est un échec. Donc, il faut vraiment ouvrir le maximum de portes possible. Il ne faut vraiment pas avoir sur ces sujets-là un instinct propriétaire, c'est-à-dire que je rejoins Amélie, il faut s'appuyer sur les associations de terrain, sur des institutions, sur l'entreprise évidemment. Mais voilà, et dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas dire à quelqu'un, si vous êtes victime, il faut aller voir votre manager, si vous êtes victime, il faut aller voir le RH. Si on est victime, nous, les victimes, elles arrivent par toutes les portes. Voilà. Merci Christelle. Alors, parole à Christelle Toyon,
Alors, Christelle, toi, tu es donc secrétaire nationale. Délégué. Excuse-moi, avec tes casquettes, alors délégué national CFE-CGC au niveau de la conf sur tout ce qui est emploi, si je ne me trompe pas, économie, hein, c'est bien ça. Emploi, formation et égalité professionnelle. Voilà, parfait. Et tu es également, toi, salarié Stellantis et délégué syndical Stellantis. Alors, Stellantis, grande entreprise, vous avez signé en juin 2025 un accord dans le cadre, alors pour répondre, il y avait une question dans le chat, dans le cadre des accords, si je ne me trompe pas, dans le cadre d'un accord égalité pro, vous avez intégré une dimension prévention des violences conjugales, et notamment en prévoyant de mémoire un jour fractionnable à l'heure, hein, par semaine, et tu me précisais que c'était expérimental, et que là également, comme le disait Amélie, les directions ne sont pas non plus... c'est de la bonne intelligence, et si ça dépasse, ça peut dépasser si le besoin s'impose. Donc voilà, comment toi, le sujet te parle, une grande entreprise, et de ce que tu as pu entendre, et pour commencer, excuse-moi, parce que je vais la mettre tout de suite en partage. Hop. Donc, et là, c'est au titre de ta casquette nationale. Oui. Vous avez été accepté, merci à toi de la mettre en partage, en ressources open source. Donc, un module, une fiche pratique concoctée par la CFE nationale sur la prévention des violences conjugales. Et ce que tu me disais, dans le groupe de travail que tu as monté, tu animes un groupe de travail interfédéral et tu tiens à ce qu'il y ait des hommes. Donc, Jean-Yves, merci à toi aussi de ta présence en tant qu'élu homme. Et bon, Christelle, à toi la parole. Alors, je vais déjà commencer juste par la fiche pratique. Donc, la fiche pratique, en fait, j'anime un réseau interfédéral confédéral où on aborde les sujets d'égalité. Et est arrivé effectivement ce sujet des violences conjugales et qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'élus, dans nos entreprises et comment on pouvait conseiller ou accompagner nos élus, puisque dans les grosses entreprises, on a un peu plus grosses structures, mais dans les petites et les moyennes, c'est plus difficile pour nos élus. Donc, du coup, on a listé, on a essayé de faire quelque chose de très léger en faisant déjà le constat, en leur expliquant ce que c'était, parce que bien souvent, comme on l'a entendu, on entend beaucoup parler des violences physiques, mais il y a aussi les violences économiques, psychologiques, enfin, il y a d'autres violences dont on n'entend pas parler. Et puis après, dans ce guide, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de donner des conseils. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec la remarque de juste avant, c'est que c'est multiporte. Et un élu n'est pas armé ni formé pour jouer un rôle quelconque d'assistante sociale, de médecin, d'avocat, etc. L'intérêt de ce guide, c'était vraiment de donner des conseils et de ne pas dire à des militants, ça y est, vous savez, donc vous pouvez aller direct. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donner des conseils aussi sur que peut-on mettre dans un accord, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'élu CSE, puisqu'il y a aussi une partie dans les œuvres sociales du CSE qu'on peut activer aussi. Et on a essayé de mettre tout ça dans un guide pour que chaque militant puisse s'en servir, voire même des managers, puisqu'on a aussi des managers militants qui puissent aussi se référer à cela. Voilà. Ça, c'était pour le guide. Ensuite, chez Stellantis, alors on est une grosse boîte, donc nous, si on ne met pas dans un accord quelque chose, en gros, ça ne redescendra jamais sur le terrain. C'est assez simple. Donc, c'est pour ça que dans nos accords historiques égalité, on a toujours eu de la sensibilisation à l'égalité, aux violences sexuelles et sexistes. On a eu aussi de la sensibilisation sur tout ce qui était violence conjugale. Avec des animations, etc., qu'on arrivait à mettre dans nos accords. Mais ce qui a changé les choses l'année dernière, quand on a renégocié, c'est qu'on a apporté le fait que quand on est dans une entreprise, une victime, quand elle passe la porte de l'entreprise, elle n'oublie pas tous ses ennuis, elle les porte sur elle, ça a obligatoirement un impact sur sa vie de travail, un impact même peut-être sur ses collaborateurs parce qu'ils voient peut-être quelqu'un qui est pas bien mais ils savent pas pourquoi, un impact sur ses résultats, du coup elle pourrait être mal notée, ce serait la double peine. Et puis après, il y a un autre impact, c'est comment on fait quand on est salarié, victime de violence, pour faire toutes nos démarches. Donc l'idée, c'était de dire à la direction,
favoriser toutes les démarches administratives à minima. Et pour ça, on avait demandé d'avoir des heures. Donc, ils ont fixé un jour à minima et qui serait utilisable alors pour faire comme on disait, hein, aller porter plainte, aller voir une assistante sociale, recevoir, voir un avocat, voire même, on a discuté avec la direction, il est possible aussi que les rendez-vous se fassent à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire juste dans un endroit, on va dire, fermé, isolé, qui soit totalement, que personne ne puisse les voir, parce qu'on a aussi les cas où on a des salariés qui sont mariés et qui ont leur conjoint dans l'entreprise. Donc, il y a des choses comme ça dont il fallait mettre sur la table. Donc, on a mis ça à titre expérimental. La direction n'est pas fermée à donner plus, bien entendu, avec un justificatif d'avoir pris contact, par exemple, avec l'assistante sociale, puisque nous, tout ce qui est médical ou tout ce qui est social passe par l'assistante sociale ou le médecin du travail. Et c'est ça, un peu, entre guillemets, les portes d'entrée pour avoir droit à ce jour. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Effectivement, en entreprise, on a plusieurs intervenants. Il y a nous, les élus, qui faisons du terrain, qui rencontrons beaucoup de salariés. On a l'assistante sociale. Nous, sur Sochaux, on a la chance d'en avoir deux sur site. Et on a la médecine du travail qui est aussi à l'intérieur du site. Donc, ça favorise aussi un petit peu quand même les liens qui pourraient se nouer, voilà, sur ces questions-là. Christelle, je me permets de rebondir. Merci à Claire Marguerite, qui est a priori qui est assistante sociale du côté de Sodexo, qui raconte merci dans le chat de raconter le témoignage de ce que fait Sodexo. Et c'est l'occasion d'insister, tu le dis toi-même, l'importance dans les entreprises qui ont des assistantes sociales sur site, la porte d'entrée importante que ça représente. Et tu as l'exemple en tête, tu peux peut-être nous raconter où l'assistante sociale est intervenue sur une situation que vous avez vécue. Toutes les situations sont atypiques, de toute façon, je pense qu'il n'y en a pas une qui se ressemble, mais là, pour le coup, d'un couple, les deux salariés sur Sochaux, la séparation ne se passe pas au mieux, et pour prévenir ce qui pourrait se passer, prévenir une dégradation, comment ça s'est passé concrètement, là, ce cas concret, et le rôle de l'assistante sociale dans l'affaire? Alors c'est l'histoire d'un couple qui travaillait dans le même. À Sochaux, je vais juste expliquer ça. On est un établissement, mais on a deux sites géographiques différents de 15 km. C'est pour que vous compreniez. Donc, un couple qui travaillait en plus dans le même bâtiment, pas dans le même service, mais très très proche. Donc, du coup, ils se croisaient souvent. Il y avait pas bien entendu des violences. Dans ce cas-là physique, mais aussi psychologique, puisque ils étaient les deux là, donc obligatoirement, le monsieur allait vérifier où était sa femme, sa future ex-femme. Et, du coup, un climat très, 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 très délicat. Et puis, cette dame-là, nous, on la connaissait par ailleurs. Et puis, un jour, on a vu qu'elle allait pas trop bien. Et effectivement, on a écouté, on a gentiment accompagné, pris des cafés, et puis à un moment donné, elle s'est livrée, et puis s'est posé la question, c'est comment la victime, on arrive à la protéger au sein de l'entreprise. Et il ne fallait surtout pas que la victime soit aussi doublement victime, c'est-à-dire on n'allait pas, le but du jeu, ce n'était pas de dire, écoute, on va te changer de service, mais ce n'est pas juste, parce que c'est la victime qu'on va changer de service. Donc l'idée, ça a été alors là, on a pris contact conjointement avec, bien entendu, la salariée, avec le service social, avec la RH. Et la RH a eu une oreille hyper attentive. Et c'était déjà il y a quelques années, c'était il y a plus de 5 ans, ce que je vous raconte. Donc, et du coup, la RH a tout fait, a actionné tous les leviers pour qu'en fait, on offre, entre guillemets, c'était un peu aménagé pour que, on va dire que l'emballage cadeau soit beau, on offre un autre job au mari, on le change de site complètement. On lui a proposé un travail à 15 km, comme ça on était déjà sûr qu'entre eux, ils ne pourraient plus se voir physiquement dans la journée.
Et ça a vraiment bien marché. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Et après, leur situation s'est un petit peu calmée. Et puis le divorce a été prononcé. Et 5 ans plus tard, on a eu à nouveau le même travail à faire parce qu'en fait, cette personne-là, la dame, a été mutée dans un secteur qui s'est retrouvé donc dans le site à 15 km. Et on a refait le travail pour être sûr que les deux ne puissent pas se croiser parce que même après le divorce, il y avait encore des risques de harcèlement psychologique. Voilà. Ok, merci Christelle. Et un autre point, alors c'est peut-être que ça relève du signal faible peut-être, mais quand on a préparé ton intervention, tu m'expliquais que tu avais été plusieurs fois confronté à une situation quand même qui toi t'a interpellé, c'est-à-dire de constater que certaines collaboratrices n'avaient pas de moyens de paiement autres que le liquide, pas de carte bleue. Comment un peu là, et qu'il n'y avait pas forcément de violence conjugale derrière, mais pour autant, pourtant c'était pour toi un signal d'alerte. Et comment on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors ça, c'est pas facile, hein, parce que en fait, quand on se rend compte, ça m'est arrivé une fois, j'étais avec une collaboratrice et puis on va déjeuner ensemble et elle me dit ah mince, j'ai oublié de demander la carte bleue, de l'argent à mon mari parce qu'on n'a pas de carte, enfin c'est lui qui a la carte bleue et pas moi. Et en fait, tous les matins, son mari lui donnait l'argent pour la journée. C'était il n'y a pas très très longtemps, hein, c'était il y a moins de 2 ans. Hein, faut pas croire, on n'est pas à l'âge de pierre, là, on est vraiment maintenant. Et du coup, c'est pas facile. Alors, la collaboratrice que je connaissais bien et depuis très très longtemps, j'ai essayé de comprendre comment elle faisait en lui posant des questions très pratico-pratiques. Il t'arrive un accident où tu as besoin t'as ton pneu qui crève, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être coincé, tu pourras pas payer. Je lui dis, mais en gros, c'est commencer à leur montrer j'ai essayé de lui montrer à elle qu'il y avait quand même un truc étrange dans la façon de fonctionner de cette carte bleue qu'elle n'avait pas et de l'argent qu'on lui donnait tous les matins. Mais c'est aussi une violence, hein, ça, hein, parce que quelque part derrière, si les femmes, elles n'ont pas le moyen de subvenir à leurs besoins, qu'elles n'ont pas l'accès à l'argent, elles sont prises au piège. Voilà. Et oui, comme c'est écrit dans le chat, comme l'écrit Anne, c'est très très répandu ça en fait. On s'en rend pas compte. Hein. C'est pas visible. Il y a une vidéo dans Access Space sur cette violence économique où on voit, alors ça peut être, quand on la voit comme ça paraît caricatural de voir l'homme qui, quand on dépluchait les comptes de ce qu'a dépensé sa femme, ça peut être caricatural, mais à t'entendre, ça peut se vivre dans la réalité. Voilà. Merci à toi. Parole à Jean-Yves. Jean-Yves. Tu es le seul homme à intervenir sur ce sujet. Merci à toi et ça étaye aussi, Christelle en a parlé, de sa volonté d'avoir des groupes mixtes pour travailler sur le sujet, mais également c'était témoignage du côté de Sodexo de dire que les messages de prévention s'adressent également aux hommes, pas simplement aux femmes, et comment on adapte le message. Alors, Carrefour, vous aussi, grande entreprise, tu représentes la partie hypermarché, un accord qui date de 2025 aussi, tout neuf. Pour autant, le point de départ, entre guillemets, c'est pour vous qui a été un électrochoc, c'est en 2018, vous avez eu à vivre un féminicide d'une collaboratrice. Et tu me disais qu'en 2018, pour autant, là, c'était une feuille blanche. La notion de violence conjugale, ça vous est tombé dessus et vous n'y étiez pas vraiment préparé. À toi de nuancer peut-être ce que je viens de dire à toi. Ouais, je vais un peu nuancer. Il y avait quand même quelques mesures. C'était un sujet qui était quand même sur la table à travers nos accords égalité, mais c'était très succinct. Voilà. En ce qui nous concerne, on a vécu, en effet, les violences conjugales peuvent tuer, et ça a été aussi un déclic à ce niveau-là. On a une collaboratrice qui s'est fait tuer par son ex-conjoint à son domicile, devant ses enfants. Donc, ça a choqué tout le monde, aussi bien les salariés en magasin, sur lequel il y a une cellule psychologique. Et puis nous, en tant qu'élus, puisqu'on connaissait aussi la personne, on s'est posé pas mal de questions par rapport à ça. Derrière, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place? Alors,
il y a différents axes sur lesquels on a commencé. On avait déjà un accord égalité qui était déjà en place. On n'allait pas le renégocier. Donc, on est passé par le biais des négociations annuelles obligatoires pour en essayer de renforcer un peu le dispositif. Alors, rien de nouveau par rapport à ce qui a été dit. On est allé plutôt chercher à cette époque-là des droits nouveaux. Et ces droits, c'était en effet la possibilité pour les gens d'avoir des jours de congés payés fractionnables en heures pour pouvoir permettre pendant le temps de travail, puisque c'est à ce moment-là où les gens ne sont pas, les femmes, dans la majorité des cas, ne sont pas sous l'emprise de leur bourreau, si on peut dire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent entamer des démarches, que ce soit sur trouver un logement ou se rapprocher tout simplement d'associations pour les accompagner. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ce dossier-là. Ce qui est apparu pour nous, c'est que aussi le sujet, et ça a été dit, je ne sais plus par quelle personne, ce n'est pas qu'une histoire de RH ou de manager. C'est vrai que la parole, elle doit se libérer et il faut qu'on oriente aussi, les élus ont aussi leur rôle à jouer. Et c'est assez compliqué pour les élus de se retrouver face à ces situations-là et de bien conseiller. Donc, on a essayé de mettre en place au sein de l'entreprise des guides, voilà, des affichages, etc. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il va falloir continuer à avancer sur cette thématique. Alors, au niveau de nos accords égalité, c'est vrai qu'en 2025, on a eu la possibilité de renégocier un certain nombre de choses. Première étape, c'était de continuer l'information et la sensibilisation de l'ensemble des salariés dans nos structures, que ce soit sur les sièges ou les magasins. Alors, ça passera par deux thématiques, des guides pratiques, voilà, qui donnera un petit peu les orientations et qui renverront aussi vers le 3919 ou vers la FNSF, sur lequel c'est un partenaire aujourd'hui pour Carrefour. Alors, la FNSF, c'est la Fédération nationale solidarité femmes. Hein. Voilà, c'est une association qui est en place depuis plusieurs années et qui milite contre les violences conjugales. Et aussi des formations en ligne qui sera adaptée pour l'ensemble des salariés. Donc, sur la durée de l'accord, tout le monde devra passer au moins sur ce module de formation. Voilà. La formation aussi des managers, des RH et des acteurs de terrain pour repérer aussi les signaux d'alerte et accueillir aussi la parole des victimes pour les orienter vers des dispositifs adaptés. C'est vrai que c'est, comme j'ai expliqué, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde de pouvoir identifier, mais aussi de recevoir cette information quand on voit un salarié, un collègue touché par cela. Voilà, on a aussi une cellule, je termine juste ça, on a aussi un accord avec Stimulus, qui est une société c'est des psychologues en ligne, qui permet en effet aussi d'accompagner et d'être joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc ça, c'est un peu on va dire, un peu le contour de nos accords sur les moyens qui sont mis en place au niveau de Carrefour. Voilà. Je te lance tout de suite, là, tu parlais de formation, indépendamment des actions que lance la direction. Toi, tu me disais, donc pour contexte, vous êtes FO, tu représentes FO, vous êtes archi majoritaire sur la partie hypermarché, donc vous avez une forte présence sur le terrain dans les hyper, ce qui t'amène à vraiment identifier le besoin de former les équipes FO sur le sujet de la violence conjugale, et ce qui va être fait en 2026. En quoi ça répond vraiment, il y a un besoin là-dessus de former? C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Déjà, on a des élus, on est une structure quand même qui représente plusieurs milliers de salariés. C'est vrai qu'il y a un turnover aussi dans nos équipes, ce qui est normal, départ en retraite, changement d'orientation professionnelle ou autre. Et on se doit toujours de garder ce sujet sous le coude et de se dire comment on fait que nos futurs élus et nos élus puissent recevoir cette parole et orienter les personnes vers les bons interlocuteurs. Voilà. Donc, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Et moi, je vois que la formation de nos élus, ça va être un moyen aussi supplémentaire qu'on va avoir pour pouvoir mieux accompagner les victimes, tout simplement. Alors, on n'est pas juriste, c'est vrai, on n'est pas avocat, on n'est pas psychologue, mais il faut aussi qu'on puisse orienter convenablement et connaître toutes les orientations possibles et inimaginables qui sont à notre disposition.
Alors, quand tu parles de situations possibles, inimaginables, là, vous avez été confronté, enfin, il y a eu le cas, tu me rapportais, alors comment les élus interviennent là-dedans, quand le cas d'une salariée dont l'ex, enfin, qui la suivait jusque sur son lieu de travail. Donc, comment on gère une situation là, en tant qu'élu, là-dessus, comment ça s'est passé dans le cadre de l'accord? Alors, c'est vrai alors, malheureusement, on en gère beaucoup, je trouve de plus en plus. Et le cas spécifique qui m'est remonté quand on a pu échanger, c'est le cas en effet d'une collègue qui venait de se séparer et malheureusement, elle est en rayon dans les magasins et donc la personne venait sur son lieu de travail pour l'espionner, pour lui faire des remontrances, etc. Il est même allé jusqu'à comme quoi ces personnes sont comment dirais-je, je ne trouve pas le terme, mais je vais expliquer ce qu'il a fait exactement, plus concrètement. Il a acheté des patchs, vous savez que iPhone, c'est des petites AirPad ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qui permet de suivre par le biais du GPS où se situe la personne. Voilà. Et il avait mis ces petits patchs à certains endroits et entre autres, il les avait collés sous sa voiture. Comme ça, il savait exactement où elle se situait à n'importe quel moment de la journée. Ce qui était un comble. J'aurais jamais pensé à ça. Voilà. Donc, dans le cas de cette personne, on a vu avec l'entreprise, bien sûr, dans nos accords, c'est prévu, il y a des aménagements de poste. On peut changer la personne de poste aussi de travail. On peut faire de la mobilité géographique. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti la personne, on l'a positionnée pendant un temps sur un métier administratif, voilà, ce qui lui permettait de ne plus être en contact avec la personne en magasin. Bon, c'est allé beaucoup plus loin. Il y a eu un dépôt de plainte derrière et la personne a interdiction de se rapprocher de la salariée. Et donc, en magasin, le service de sécurité est avisé, la direction est avisée et fait aussi appliquer ce dispositif légal. Voilà, tout simplement. Tu peux nous parler peut-être tu me disais que la violence économique, c'est-à-dire la femme qui se retrouve à la rue avec ses enfants, voilà. et le sens du partenariat que vous avez avec Action Logement et Exactement. Alors, dans ce cadre-là, on s'est rendu compte que souvent les femmes se retrouvaient dehors à la rue, voire avec leurs enfants, dans certains cas. Et donc, avec l'Action Logement, ce qu'on a, c'est que comme on est un grand groupe, on bénéficie d'avantages un petit peu supérieurs, dans le sens où on a mis en place un système de points qui permet en effet de prioriser l'accès au logement. Et pour les femmes, on a un accès prioritaire à un logement d'urgence. Voilà, donc qui peut être mis en place via la RH ou via les représentants du personnel, hein, parce que tout le monde ne va pas voir sa RH malheureusement pour évoquer cette situation de violence. Donc, on peut le faire en parallèle et ces points supplémentaires vont permettre aussi, après, derrière, on devient un public prioritaire et donc d'avoir accès à un logement. L'intérêt de cela, c'est que moi c'est ce que je considère, c'est qu'une fois qu'on est confronté à la violence conjugale, le seul moyen pour la personne, c'est de s'extirper de son lieu d'habitation. Voilà. C'est de retrouver un logement. Une fois que la porte, elle est chez elle et que la porte est fermée, entre guillemets, elle peut retrouver une sérénité et permettra de se reconstruire progressivement. Donc ça, c'est mis en place. Et derrière, on a aussi un fonds de solidarité qui est propre à Carrefour. Alors ça, c'est dans chaque société du groupe, puisqu'on est quand même une société, un groupe en France qui représente plusieurs sociétés. Et donc, chaque société a un fonds de solidarité. Dans le mien, on a mis en place une partie de ce fonds qui est mise à disposition, en effet, dans le cas de violence conjugale, et ça permet de financer soit l'accès au logement, soit ça permet de pouvoir financer aussi, de racheter des affaires. Voilà, ça peut être des vêtements, ça peut être des ustensiles de cuisine, etc. De retrouver un lit, voilà, ce qui permet de pouvoir se reconstruire tranquillement et sereinement. Excuse-moi, merci Jean-Yves, parfait. Léna, alors Léna Triet, tu as été patiente, tu as écouté. Donc, comme le disait Christelle, tu fais partie de l'équipe avec Christelle des juristes de Juridica qui sont impliqués donc, à temps plein sur l'accompagnement. Et je vais te laisser peut-être nous narrer un peu l'accompagnement que tu fais d'une personne. Et ton témoignage va permettre d'englober,
de montrer, d'illustrer en quoi tu accompagnes cette personne depuis 2022 et on est en 2026, la situation n'est toujours pas réglée. Donc, Non. montrer le temps long, que ça sous-entend un accompagnement, l'évolution des choses, et peut-être aussi d'éclairer aussi la place des enfants dans l'affaire, et comment ça ne Oui. justifie pas les choses. À toi, Léna. Alors effectivement, je voulais apporter un témoignage pour bien comprendre ce que vit une victime de violence conjugale et comment nous accompagnons concrètement ces victimes dans le cadre de la garantie, notamment violence intrafamiliale. Donc avant toute chose, il est important de préciser que chaque femme que nous accompagnons est différente et nous adaptons notre discours selon la situation de la victime que nous avons au téléphone. Pour autant, ce qui lie toutes les femmes lorsqu'elles nous contactent, c'est qu'elles demandent notre aide. Pour illustrer donc mon propos, effectivement, je voulais parler de cette femme que nous accompagnons depuis plusieurs années. Donc, elle nous contacte pour la première fois en 2022. C'était pour nous faire part des violences psychologiques et physiques qu'elle subit depuis plus de 2 ans par son compagnon. Elle avait entendu parler de notre dispositif grâce à son agent. Donc, son conjoint l'a frappée quotidiennement et il continuait de le faire alors même qu'elle était enceinte. Ça ne l'a pas arrêté. C'est d'ailleurs ce qui a été le déclic pour elle, pour réussir à sortir de cette emprise. On constate en effet 2 moments particulièrement à risque pour les femmes qui peuvent déclencher les violences, c'est la grossesse et la rupture. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'auteur, il perd la mainmise sur la victime, il ne sera plus son centre d'attention principal et il ne supporte pas. Il va donc utiliser la violence pour reprendre l'ascendant sur elle. Donc, concernant la femme dont je vous parle, je me souviens très bien d'avoir discuté avec ma collègue qui avait pris connaissance du dossier médical de cette femme et qui avait été profondément bouleversée et choquée par ce qui se trouvait à l'intérieur de ce dossier. Donc, au moment où on a pris connaissance du dossier, elle avait déjà effectué des démarches de son côté. Donc, pour bien comprendre notre rôle, il est d'accompagner en écoutant déjà dans un premier temps son histoire, on la laisse parler, on l'aide à reformuler quand c'est nécessaire, on prend le temps nécessaire pour l'écouter, hein, on n'essaye pas directement de passer aux informations, voilà, il faut vraiment la mettre en confiance. D'ailleurs, lors du premier entretien, elle ne va pas forcément rentrer tout de suite dans les détails, hein, il faut vraiment instaurer ce lien de confiance, ça peut prendre plusieurs semaines. Ce lien de confiance, il est primordial pour pouvoir comprendre la situation et lancer toutes les démarches nécessaires pour l'accompagner au mieux. Parce qu'on s'adapte vraiment à la situation de la cliente. Une cliente à une autre, elle va avoir besoin de choses différentes. Dans son cas, donc, on a pu l'accompagner financièrement. Dans un premier temps, on a pris en charge les frais honoraires de son avocat pour l'ordonnance de protection. Ensuite, la procédure devant le tribunal correctionnel et également les frais et honoraires d'avocat pour son divorce. Elle a également pu bénéficier donc de tous nos dispositifs qu'on a à notre main, donc comme le disait Christelle, le soutien psychologique, le bouton Mon Shérif, qui permet en plus d'alerter ou de rassurer un proche, mais également d'enregistrer des conversations, ce qui peut être particulièrement utile en termes de preuves lors d'un procès. Souvent, la preuve, c'est difficile à récolter, surtout quand c'est que des violences psychologiques ou économiques, hein. Et également l'ouverture d'un compte chez AXA Bank. Donc cet accompagnement, il était d'autant plus nécessaire parce que son conjoint, il multipliait les procédures et les recours afin de l'asphyxier financièrement, émotionnellement et psychologiquement. Et malgré une décision du tribunal correctionnel qui l'a condamné, hein, aujourd'hui il a été condamné par une décision, il continue la situation aujourd'hui, elle perdure, elle ne s'est pas arrêtée, hein. C'est pas parce qu'on quitte le lieu des violences que ça s'arrête malheureusement. Elle a récemment déposé une nouvelle plainte parce qu'il la menace de mort et il s'en prend aussi aux enfants. Il leur dit qu'il va tuer leur mère. Donc là, la dernière fois que je l'ai eue au téléphone, elle me confiait que régulièrement, ses enfants la réveillaient la nuit pour vérifier qu'elle était bien vivante. Et ça, on constate dans tous les dossiers de violence conjugale dont nous nous occupons lorsqu'il y a des enfants, parce que les enfants sont un puissant moyen de pression pour les auteurs. C'est un vecteur qui fait perdurer l'emprise et la violence et c'est finalement la seule chose
qui fait que le lien ne peut pas être totalement rompu avec l'auteur des violences. Ça lui permet de continuer sa surveillance sur la victime et de maintenir une forme d'emprise. C'est d'ailleurs ce qui inquiète toutes les mères que nous avons au téléphone au moment de décider si elles vont quitter ou pas la situation de violence. C'est partir, oui, mais quid des enfants, notamment la scolarisation, les sujets de garde, le droit de visite. Ça inquiète beaucoup les mères et ça les fait hésiter. Donc même si le statut de victime et non plus de témoin comme c'était le cas auparavant a été reconnu pour les enfants juridiquement récemment, bien souvent ils font également le frais de ces violences. Donc pour conclure, à travers l'exemple de cette femme, on voit bien que notre accompagnement il est pluriel, nos échanges ils sont nombreux, ils sont longs et ils perdurent dans le temps même après le départ, tout comme les violences. En sortir, c'est un combat de longue haleine et ça ne s'arrête pas au départ, comme je vous l'ai dit. C'est pourquoi être accompagné, entouré et aidé, c'est extrêmement précieux pour les victimes. Bien souvent, quand on a une victime au téléphone, l'emprise fait qu'elle a été isolée de ses proches et de ses amis et elle n'a pas les ressources qui lui sont nécessaires pour quitter la situation. Je vais prendre rapidement un autre exemple d'une victime que j'ai eue au téléphone récemment qui me disait qu'elle ne voulait pas partir parce que son mari lui disait que sans elle, sans lui, elle ne serait rien et que si jamais elle le quittait, il allait l'asphyxier financièrement, il allait ne plus payer les charges du loyer et qu'elle serait obligée, elle, de les payer toute seule, alors qu'il existe tout un accompagnement et quelque chose dans la loi qui prévoit qu'en cas de violence conjugale, on a un délai de préavis réduit, on n'est pas obligé d'être solidaire des loyers, etc. Donc, en lui apportant cette réponse au téléphone, ces informations juridiques et la connaissance sur ses droits, elle a pu être rassurée sur le fait que non, c'est pas vrai, quitter son mari, ça ne va pas l'empêcher de continuer à vivre et de pouvoir financièrement s'en sortir. Et c'est pour cette raison que nous créons un lien très fort avec les victimes et que nous sommes fiers de ce que l'on fait tous ensemble. Et je voulais aussi rebondir sur des questions qu'il y a eu dans le chat que j'ai vu sur la garantie relogement. Donc, effectivement, c'est une garantie qui permet un relogement d'urgence pour 7 jours, renouvelable une fois. Il n'y a pas de délai de carence. Donc, il faut juste avoir déposé plainte ou aller déposer plainte très rapidement après le relogement et vous pouvez l'actionner en appelant directement les informations juridiques donc de Juridica. Il y a le numéro de téléphone dans le contrat. Voilà. Merci Léna pour ton retour. Je me permets peut-être un petit rebond, on n'en avait pas parlé, mais tu me dis si tu n'as pas cette vue, mais c'est la personne que tu accompagnes, donc quand tu as rapporté le témoignage. Est-ce que tu as une vue sur sa situation professionnelle? Est-ce qu'elle travaille? Oui. Est-ce qu'elle a été en mesure de continuer Elle de est travailler? salariée. Et le rôle de son entreprise dans l'histoire, tu l'as vu ou pas? Tu es en capacité de le voir? Oui, alors c'est une ancienne salariée AXA. Donc, on a pu mettre en place également des choses pour l'aider. Après, voilà, c'est... Ok. Aujourd'hui, elle travaille dans une autre société, donc je ne sais pas exactement ce que sa société a mis en place pour les violences qui perdurent, mais en tout cas, à l'époque, effectivement, on avait pu intervenir. Ok, donc c'est quand même un cadre assez intéressant d'entendre que c'est quand même un cadre favorable dans l'entreprise qui permet aussi, qui a contribué à initier la démarche, quoi, à ouvrir le... C'est bien ça. Oui. Ok, merci. Il nous reste un petit quart d'heure. Je pense que vous avez répondu à pas mal de questions dans le chat. Si vous voulez rebondir par rapport à ce que vous avez pu entendre, Christelle, Amélie. Peut-être un point sur lequel je tiens à insister, les victimes de violences conjugales, c'est aussi des hommes. Il n'y a pas que les femmes. Oui. On a beaucoup parlé des femmes, et tant mieux, parce qu'elles sont malheureusement les principales concernées, et essentiellement concernées. Mais quand la ligne a été mise en place, je crois que dans les 20 premiers appels, déjà, il y avait un homme. Donc les hommes aussi sont concernés avec une difficulté souvent supplémentaire pour eux à prendre la parole, à être entendus. Voilà, je tenais vraiment à insister. Pas reloger homme.
Et si Ah je oui, peux rajouter juste, quelque chose, oui. alors là, on parle des victimes, mais les personnes les agresseurs, entre guillemets, ne sont pas non plus que des hommes. Parce que, alors, dans le guide que nous, on a rédigé, on n'a pas mis violence conjugale, on a parlé de violence domestique. Parce que on peut avoir aussi une emprise entre un enfant et un parent, l'un des deux, que ce soit un homme ou une femme, mais aussi des parents de la victime. Donc il faut aussi élargir. C'est pour ça que nous on est resté sur, en termes d'écriture, la victime, et on a essayé de rester très très large, parce qu'effectivement il n'y a pas que les femmes, et il ne faudrait pas qu'on stigmatise. Et justement c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des hommes qui en parlent et qui portent aussi ce sujet-là, parce qu'il n'y a vraiment pas que des femmes victimes. Comme le dit, c'est effectivement la notion de violence intrafamiliale, comme c'est dit dans le chat et rappelé, et ça avait été annoncé dès le départ, effectivement. Ouais. Oui, on accompagne également des hommes et on a eu des relogements des hommes également. Jean-Yves? Ouais, on avait parlé des violences économiques. Ce qui est peut-être bien aussi de rappeler, c'est que la loi Rixin impose aussi aux employeurs de s'assurer que le compte bancaire soit bien personnel et non plus, on verse plus le salaire à monsieur. Voilà. Et ça, peut-être que dans les petites sociétés, je ne sais pas si tout le monde a bien conscience encore de cette loi. Qui veut rebondir? Amélie, par rapport à ce que tu as pu entendre? N'hésite pas. Ben non, moi déjà effectivement, je trouve ça formidable de voir quand même que les solutions existent et se multiplient. Moi, ce que ça m'évoque quand même, mais ça je trouve que c'est un sujet qui est quand même hyper intéressant, c'est de se dire que là, on est tous en train de faire des choses dans nos entreprises et tout ça, mais il y a peut-être des réflexions communes à avoir par rapport aux lieux où sont les potentielles victimes. Tu vois, là, par exemple, on parlait d'un centre commercial avec une grande surface. Peut-être que c'est des réflexions qu'il faut mener ensemble au sein d'un territoire ou d'un espace. Un centre commercial, c'est énormément de personnes qui y vont, à la fois des collaborateurs et des clients. Et ça pourrait être hyper intéressant d'avoir une réflexion croisée sur le grand magasin qui va drainer, plus la galerie autour, plus la zone, avec le territoire, parce que là, il y a quelqu'un qui n'est pas autour de la table, c'est le territoire, c'est les pouvoirs publics, les associations. Et moi, je vois à quel point c'est puissant quand un territoire se met en œuvre ensemble. Et peut-être que tu vois, une des réflexions pour être toujours côté client, entre guillemets, bénéficiaire, c'est de se mettre vraiment dans à sa place, quoi. Où est-ce que je vais faire mes courses, où est-ce que je vais travailler et comment, du coup, l'aide dont j'ai besoin s'articule autour de moi, que je sois un salarié Auchan ou Carrefour ou Leclerc, Rouge-Gorge, Jules, Decathlon, que je sois une cliente de ces zones-là. Voilà, ça m'évoque ça, en fait, de se dire que parfois, on multiplie tous les choses à tous les endroits, mais que finalement, si on avait une réflexion plus globale 360, ça pourrait être intéressant pour être plus puissant, plus simple pour tout le monde. L'exemple que tu nous partageais dans un centre commercial, c'était un espace à t'entendre, donc essentiellement rouge-gorge. Ce n'était pas un espace partagé. C'est Solfa qui l'a mis en place dans un centre commercial, dans une cellule vide. Et nous, il s'avère que comme on est membre du fonds de dotation, on a mis à disposition, il y a notre architecte et tout ça qui allait monter des cloisons, voilà, et on a fait des permanences aussi, on a fait des roulements pour qu'il y ait toujours quelqu'un avec les membres du fonds de dotation. Et effectivement, par exemple, avec Nocibé, qui est membre du fonds de dotation Solfa, on discute beaucoup parce que, comme tu le disais, Nocibé, c'est des femmes en sous-vêtements qui viennent dans les cabines, donc ils ont les mêmes problématiques, tu vois. Donc, ce serait vraiment hyper intéressant que cet exemple-là qui a été fait Covid, il soit peut-être plus massifié. C'est toujours compliqué de faire les passerelles entre privé, public, voilà, mais je trouve que ce serait tellement puissant quand on se met au service d'eux. Et le dialogue social territorial, c'est un poème. Donc, ouais, je me doute. Alors, ça rejoint une question de Claire dans le chat qui dit « Je suis fonctionnaire territorial. Avez-vous envisagé de négocier au niveau national avec la ministre de la fonction publique pour un accord national ?» Donc, la parole est peut-être aux syndicalistes de la fonction publique, s'il y en a dans l'Assemblée.
Non, mais tu vois, ce que ça m'évoque quand même, c'est que Madame la ministre qui est venue nous parler à Paris lors de votre événement AXA a clairement soulevé ce point en disant l'entreprise a un rôle majeur. Et en fait, moi, j'ai quand même senti, et j'ai eu en plus la semaine d'avant, j'avais la chance d'être à l'Assemblée nationale pour la remise des prix Ruban Rose contre le cancer. Et la présidente de l'Assemblée nationale a eu le même discours de dire on a besoin de collaborer, de travailler ensemble avec l'État qui a des moyens peut-être moins évidents qu'avant, mais qui a voilà, et de dire que finalement, au service des femmes, de leur santé, au service du citoyen, que tout le monde arrive à se parler en essayant effectivement de simplifier les choses au maximum. Moi, je suis un peu au pays des bisounours, alors du coup, je ne me rends pas compte des difficultés et de toutes les voilà. Donc, je lance ces idées-là, mais effectivement, quelle joie ce serait de réfléchir et discuter ensemble pour au service du bien commun, en fait, de faire société ensemble, ce serait formidable. Je voudrais rajouter juste un point, si vous permettez, parce qu'on parle de la violence conjugale, mais ça touche aussi les enfants. Les enfants sont impactés par ces violences conjugales et je pense qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse à des mesures d'accompagnement psychologique pour que ces enfants puissent, qui ont vu des choses, puissent grandir sereinement. Voilà. Mais je pense qu'il y a que un deuxième travail. c'est prévu chez AXA, je vais laisser Christelle, mais Oui. ça m'avait vraiment, j'avais adoré ce témoignage de voir qu'on peut aider les enfants grâce à ce qu'AXA met en place. Ouais. En fait, c'est ce que j'allais dire. Le son, Christelle, on a. Ah, alors ça marche pas. Parce que vous avez deux écrans, à mon avis. Bah, ça C'est problème. bon. Voilà, ça ne fait pas du tout. Ça aussi, c'est une violence. Ouais, c'est bien ça. Là, c'est bon, vous m'entendez? Yes. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, donc je rebondis en effet fin 2024 parce que c'était dans l'ordre des choses, puisque comme l'a dit Léna, les enfants sont souvent instrumentalisés dans le cadre des violences conjugales et en tout cas ça peut être un frein au départ. Et puis sans compter que parfois ce sont des victimes directes, sinon collatérales dans cet environnement-là. Fin 2024, on a créé le programme Petit Frère de Hells Angels qui s'appelle Kids Angels et donc qui est destiné à accompagner les enfants victimes de violences, donc tout type de violence, alors évidemment intrafamiliale, mais pas que. Parce qu'il y a aussi beaucoup de violences dans le milieu scolaire, dans le milieu du sport, les cyberviolences aussi, forcément pour les enfants. Donc, ça nous paraissait être un complément absolument indispensable au programme Hells Angels. Parfait. Christelle, tu as peut-être un rebond sur la perche, sur la partie fonction publique, si j'avais bien compris la question de ce que relayait Sophie. Et peut-être le côté peut-être négo, mais est-ce qu'il y a matière à une négo interpro? Enfin, je sais pas, je pense pas qu'il y ait matière. Enfin, voilà. En termes de négo et sur le périmètre de la fonction publique, est-ce que tu as une vue là-dessus? Alors, la fonction publique, entre le privé et le public, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon dans le dialogue social. Et mon commentaire, vu de loin de la fonction publique, c'est que bien souvent, les ministres, les secrétaires d'État, les délégués à l'égalité, ont des paroles plutôt jolies, mais que quand il faut, quand on se met autour de la table pour négocier avec les services publics, il n'y a pas grand-chose qui démoule. Donc, c'est un message un peu négatif, je suis désolée, mais celui-là, c'est ce qu'on vit et ce que vivent nos négociateurs, nos négociatrices côté fonction publique. Voilà. Ok. Il n'y a pas le même niveau d'engagement des directions de la fonction publique sur le sujet de la violence conjugale et les mêmes moyens? Oui, je crois que on peut le résumer comme ça. Ok. Merci, ça mérite d'être dit. Et donc, une négo, est-ce que pour toi, c'est avant tout une négo d'entreprise qui doit se passer? Il n'y a pas je pense, est-ce qu'il y a matière à une négo interpro sur un sujet comme ça? Non. Enfin, je fais la réponse, mais. En fait, les juristes qui sont là peuvent peut-être confirmer ce que je vais dire, mais en fait, entre le privé et le public, on n'est pas du tout sur les mêmes règles de fonctionnement, puisque d'un côté, on est sur de l'administratif et de l'autre côté, on est sur les tribunaux des prud'hommes. Donc déjà ça change un petit peu les choses et c'est franchement pas facile. Si je dois donner un exemple, là en ce moment,
on est on essaye de pousser pour qu'il y ait une transposition de la directive sur la transparence des rémunérations. Je peux vous assurer, quand je regarde un petit peu ce qui se passe côté fonction publique et côté plutôt privé, le privé, dans la concertation, est beaucoup plus en avance et a été beaucoup plus loin que la fonction publique. Voilà. Ok. Entendu. Sophie, d'autres rebonds on termine à l'heure, mais que personne ne soit Ça fait tout frustré. bizarre, hein, ça fait tout bizarre, on termine à l'heure. Mais les chats étaient vraiment très, très dynamiques. Hein. Merci à tout le monde. Il y a eu des problèmes de connexion pour certains. J'ai reçu des SMS. Donc oui, le replay sera à votre disposition pour entendre les moments où vous avez été peut-être déconnectés. On n'a pas le temps de répondre à tout dans le détail, mais je pense qu'il y a dans le chat beaucoup de questions entre vous, négociateurs d'entreprise, et que c'est vachement, enfin c'est très important. Nous, on vous envoie les informations sur ce qu'on peut faire en tant qu'organisme assureur, mais comme le disait Amélie, l'efficacité et le changement dans ce pays dépendra d'une bonne articulation de tous ces acteurs, de chacun à la place où nous sommes. Et d'une détermination à continuer à lutter contre ce fléau. Parfait. Excusez-moi, je me suis perdu. Quelqu'un, Violaine, on t'a pas entendu. Si tu veux rebondir, n'hésite pas, c'est le moment. Merci à tous. Moi, j'en ai profité pour répondre aux questions qui étaient dans le chat. Voilà, n'hésitez pas effectivement à contacter Sophie si vous avez besoin de plus d'informations, en tout cas de manière personnalisée. Et puis, voilà, il y a eu une question notamment, enfin, il y avait un sujet sur la loi Rixin. Petit point de vigilance sur la loi Rixin. Attention, ça n'impose pas malheureusement au RH de verser le salaire sur le compte personnel de la salariée, mais sur sur un compte dont elle est titulaire ou co-titulaire. Donc, le compte joint, malheureusement, fait partie des comptes sur lesquels les RH peuvent verser le salaire. Voilà, ce serait une évolution fortement appréciée que d'imposer un compte personnel, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. Ok, merci de cette précision, Violaine. Ok, écoutez, merci à vous toutes et tous d'avoir mouillé la chemise pour témoigner. Merci à vous dans le chat de votre participation active et d'avoir bien joué le jeu, de ne pas intervenir à l'écran. C'est sympa. Merci de votre compréhension. On n'a pas eu de problème avec ce sujet-là et je pense que ça c'est. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté des ressources. Elles étaient en téléchargement, mais vous les retrouvez également dans le lien, dans le mail que vous allez recevoir. On n'a pas éclusé le sujet. Et en espérant que ça vous a nourri et que si ça peut donner du souffle à votre dialogue social, c'est tant mieux. Et que ça puisse irriguer, notamment, et qu'on ait aussi renforcer aussi, et ça c'est aussi une réalité, la prévention des VSST dans l'entreprise et une réelle prévention, ça va quand même, c'est convergent. Donc voilà, synthèse à suivre. Je vous remercie encore pour votre participation. Prochain direct le 3 mars. Sur un autre sujet où on va s'intéresser aux indicateurs extra-financiers relatifs à la rémunération, au partage de la valeur et sur le sens qu'ils ont et de la façon dont les directions le rapportent et comment elles en parlent et ce qu'on peut en dire et quels autres indicateurs potentiellement pourraient sortir pour être plus signifiants pour étayer le reporting extra-financier des entreprises. Donc ça c'est le 3 mars, ça sera suivi le 12 mars. Et il y aura également un prochain direct encore avec AXA, le 19 mars. L'invitation vous sera adressée prochainement, et donc sur le sujet de l'épargne salariale. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à tout le monde, et je vais couper, et on se retrouve dans le petit chat que je vous ai ouvert. À bientôt, très très bonne journée. Et aussi, oui, quand même, je me permets quand même de faire un petit promo sur le 3 mars. Là, on n'a aucune femme qui témoignage de femme. Pour moi, c'est un problème, c'est ma faute, hein, c'est de mon fait, mes billets qui font que j'arrive avec un plateau qu'avec des hommes. C'est absolument pas satisfaisant. Et donc, vraiment, la porte est grande ouverte à des témoignages féminins pour parler rémunération, partage de la valeur. Je suis sûr qu'il y a des paroles très, très intéressantes à entendre et vraiment, grande porte ouverte. Donc, message passé, vous avez des coordonnées et jusque fin de semaine prochaine, je suis à l'écoute. À bientôt. Merci, je coupe. Bonne journée. Merci. Au revoir. Avec ça.